Bonjour à toutes et à tous et merci encore d'être avec nous pour ce nouveau numéro Le bassin est à vous. Alors vous voyez là, ça a vraiment tout son sens. On a l'immense vraiment plaisir, joie, on pourrait mettre comme ça plein d'adjectifs, d'être sur le banc d'Arguin. Il fait un temps magnifique et puis on va vous faire découvrir ce banc d'Arguin, toute l'histoire. Et c'est Céline qui nous accueille. Bonjour Myriam. Bonjour Céline. Céline, elle est garde animatrice de la Sépenceau. C'est ça. Et on va un petit peu parler, évidemment, c'est quoi la Sépenceau, pourquoi ce site a été classé réserve naturelle nationale. Mais on va faire aussi un petit peu d'histoire, parce qu'on est aussi là pour se cultiver. On va voir plein de choses ensemble et puis on va voir pourquoi cette réserve étant importante à protéger. Alors on va se balader, on va vous montrer un petit peu tout ce qui va se passer. Donc, pourquoi la Sépenceau et c'est quoi là en fait la Sépenceau? Alors la Sépenceau, déjà qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est un anagramme. Donc, oui. La Sépenceau, ça veut dire Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest. D'accord. Donc c'est une fédération d'associations qui a été créée depuis les années 1969, voilà, et qui est devenue d'utilité publique un petit peu plus tard, quelques années plus tard. Et donc la Sépenceau a été créée donc avec un regroupement de naturalistes, de personnes voulant protéger l'environnement et la nature, notamment suite à un vandalisme qui a eu lieu sur la réserve naturelle du Banc d'Arguin, qui était autrefois juste un banc de sable et non pas classé réserve naturelle. C'est venu un petit peu plus tard. Oui, on va y revenir un petit peu après. plus tard dans l'histoire. Voilà. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs au niveau de, on va dire, l'ancienne Nouvelle-Aquitaine. Oui. On retrouve ces organisations-là en Dordogne. C'est ça. Alors vous avez Dordogne, vous avez la Sépenceau Gironde et vous avez la Sépenlogue pour Lot-et-Garonne. Pour Lot-et-Garonne. Pyrénées-Atlantiques aussi, j'ai vu. Oui, exactement. Oui. Voilà. Et donc il y a plein de choses à faire, aussi bien au niveau de la faune que de la flore. On va y revenir. Pourquoi le banc d'Arguin? Pourquoi ça a été classé réserve naturelle nationale? Il y a des nationales, il y a des réserves régionales. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, le statut de protection de réserve naturelle nationale est un petit peu plus important. Voilà. Et ensuite, c'est une histoire de collectivité. C'est géré soit par des collectivités, soit par des établissements publics, soit par justement des associations. Donc là, niveau national, parce qu'il y a un intérêt patrimonial très très important. Évidemment. Faut pas oublier que vous êtes mandaté par l'État quand même. Oui. C'est pas une association. C'est ça. Donc en fait, tous les 5 ans, il y a une convention qui est passée avec l'État, effectivement, ministère écologique, pour qu'on soit gestionnaire du site. Voilà. Donc on a la chance d'être depuis presque 50 ans maintenant gestionnaire de la réserve naturelle. Et donc des plans de gestion tous les 5 ans qui sont renouvelés en règle générale, parce que comme vous l'avez dit, c'est un milieu vivant. Public et d'un milieu vivant, bien sûr. C'est quoi exactement le rôle de la réserve naturelle? Alors, donc, comme je vous le disais, c'est un statut de protection et c'est celui qui existe le plus fort en France. Donc il y a des réglementations particulières. Et le rôle d'une réserve, c'est avant tout de protéger. Il y a aussi un rôle de gestion, gérer. On en reviendra un petit peu après, la gestion sur Arguin. Et aussi le rôle d'animation, de sensibilisation, accueil du public. D'accord. Et donc la Sépenceau, elle intervient comment? Parce que vous êtes aussi force de proposition sûrement quand vous observez. On voit bien que vous êtes équipé avec les jumelles. Je crois que vos collègues sont en train de faire des relevés scientifiques d'ailleurs. Exactement. Alors donc il y a vraiment la partie, on va dire, siège, voilà, qui a plusieurs domaines, que ce soit l'eau, l'environnement, le climat, l'énergie. Donc la Sépenceau peut se porter sur ces différentes thématiques-là en tant qu'association. Et ensuite, elle est aussi gestionnaire de réserves naturelles. Donc on en a 3 ici en Gironde. On a la réserve naturelle nationale de Coussot, qui est un petit peu plus au nord. Nous avons la réserve naturelle nationale de Bruges, qui est dans Bordeaux, près de Bordeaux-Lac, et donc Arguin sur le bassin d'Arcachon. D'accord. Donc c'est à la fois un rôle d'alerte, un rôle de comme vous l'avez dit, de sensibilisation, d'information et de sensibilisation du public. Exactement. Et puis de participation et de concertation avec différents les organismes, les collectivités, bien sûr. Voilà, et l'État aussi. Bien sûr. Il y a des formations. Oui. Alors ces formations, elles sont que pour vous. Alors
chose que l'on n'a quand même pas précisé, c'est que certes, il y a des salariés comme vous, Céline, C'est ça. mais il y a eu aussi beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles et très honnêtement avec vous, on ne serait rien sans eux. Voilà, les bénévoles sont très importants et donc il y a des formations qui sont délivrées par la CEPANSO sur plusieurs thématiques, que ce soit dans les réserves ou donc sur d'autres sites naturels. Et donc ces formations, ça peut être très bien d'aller au compost, à la végétation dunaire, en passant par les mammifères marins, enfin, plein de thématiques. Voilà, et donc ça s'adresse aussi bien aux salariés de la CEPANSO qu'aux bénévoles. Aux bénévoles et à toute personne qui désire s'y inscrire. D'accord. Il y a aussi des sorties qui sont organisées. Justement, on parle de sensibilisation. Il y a des sorties, il y a des promenades, on va dire, guidées, notamment ce que vous faites. Alors les visites guidées, on en propose toute l'année, été comme hiver. Voilà, donc il y en a environ une par mois. C'est de manière hebdomadaire pendant la saison estivale. Elles sont quasiment toutes gratuites. Oh là là, est-ce que vous retenez ça? Gratuites. Pouvoir s'informer, se cultiver et en plus gratuitement, c'est quand même merveilleux et apprendre de belles choses. S'il y a participation, c'est juste pour le transport par exemple ou parce qu'on fait appel aussi, par exemple on fait des balades artistiques. Donc ça allie et le croquis, la prise de croquis aquarelle avec les apports un petit peu naturalistes. Voilà. On a une large palette, un éventail assez large. D'accord. Et donc oui, toute l'année on propose des animations, que ce soit sur la réserve ou en dehors. Ou en dehors, c'est important de le dire ça aussi. Oui. Alors, on va revenir un petit peu après sur votre rôle à vous, de garde animatrice, mais moi j'avais envie de faire aussi un petit tour historique quand même sur ce banc d'Arguin, parce que on a beau être d'ici, on ne sait pas toujours tout. Alors d'abord, chose extraordinaire, ce banc d'Arguin fait à peu près 4300 hectares. Alors, la réserve naturelle fait 4360 hectares. On n'a pas l'impression. Donc, ça englobe une grosse partie maritime qui fait à peu près 4000 hectares. Donc, on a vraiment les passes. Ça va quasiment jusqu'au Cap Ferret et jusqu'aux 2000 nautiques au large. Voilà, après le chenal balisé. Et en banc de sable, on est sur, donc à marée haute, environ 200-250 hectares. De terres émergées, c'est pas mal, vous avez de quoi vous balader. Et beaucoup plus, effectivement, ça double presque lorsque la mer se retire et qu'on voit apparaître donc l'estran. Et qu'on a de magnifiques images et je pense que voilà, notre équipe caméraman est en train de vous montrer ça parce qu'on s'en lasse jamais. Non, je m'en lasse toujours pas. Que ce soit vu du ciel ou depuis la terre, c'est vraiment magnifique. C'est un site qui est reconnu d'importance internationale. Oui. Vraiment. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces protégées et qui sont protégées en France, mais qui sont protégées dans le monde et qui passent ici. Exactement. Donc en fait, on est un des sites les plus importants en termes de couloirs migratoires. Donc à l'année, on est sur environ 200 à 300 espèces d'oiseaux. Donc là, je vous parle des oiseaux, mais ça peut être très bien aussi insectes, etc. qui passent donc sur ce couloir migratoire. Et donc effectivement, ils ne font pas le détour de rentrer dans les terres, ils suivent le long du littoral comme ça, qui relie le continent africain et on va dire et la Russie en gros. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est ça. C'est quand même énorme. Mais ce banc d'Arguin, il a une petite histoire parce que figurez-vous que c'est pas le premier, celui-ci. Non. Le tout premier, il a été découvert au XVe siècle. C'est ça. En Mauritanie. Ouais. À l'époque, c'était sous domination portugaise. Et Arguin voudrait dire, on est encore le mot de Arguin, ça représente une plante, c'est ça Céline? Voilà, alors ça reste des hypothèses. Effectivement, ça viendrait du nom d'une plante. Sur un mot berbère, c'est ça? Voilà, exactement, qui viendrait de cette origine-là. Ouais. Ce banc d'Arguin en Mauritanie, il a été malheureusement très connu en 1816 parce qu'une frégate française s'est échouée là-bas. Plus de 140 victimes. C'était la frégate La Méduse. Et donc forcément, le fameux radeau de la Méduse. Le fameux tableau du radeau de la Méduse fait par Géricault. Là aussi, Étienne nous met toutes ces belles images. Une vingtaine d'années plus tard, le premier à mettre le nom de Arguin sur une carte marine ici, ça a été Paul Monnier. Oui. Alors, est-ce que c'est une similitude peut-être des bancs? Parce que, comme vous pouvez le voir en ce moment à l'écran, c'est vrai que ces deux bancs se ressemblent en tous les cas un petit peu.
Oui, ils se ressemblent un peu. Est-ce que ce serait pas aussi une sorte d'hommage historique parce qu'il aimait beaucoup cette région, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, le premier banc de sable, effectivement, à l'embouchure du bassin d'Arcachon, a été appelé du coup banc d'Arguin. Dans tous les cas, ces deux bancs d'Arguin sont aussi dangereux l'un que l'autre. Oui, je vous confirme. Parce qu'il y a ces fameuses passes dont on a déjà parlé dans une autre émission, mais la dangerosité de ces passes, ce banc d'Arguin bouge constamment. Il est, même moi quand je suis venue là en début d'hiver, quand on a vraiment repris le travail de manière quotidienne, nos venues sur site, j'ai été impressionnée. En fait, ça change du jour au lendemain. Ouais. Du jour au lendemain, on peut avoir des bancs qui se déplacent. Alors ça bouge encore plus pendant l'hiver, les grosses marées, etc. Mais, mais comme vous dites, ça peut changer tout le temps. Là, pendant une journée ou deux, le banc a été coupé en deux. Cet hiver, avec les tempêtes, effectivement, on a eu Amélie d'un coup et puis une autre qui est survenue quelques jours plus tard. Myriam. Ah ben voilà, j'avais oublié, mais c'est ça. Facile à retenir. Et a été coupée en deux. Et en fait, sur la partie côté Passe Nord, effectivement, on a des belles dunes végétalisées à cet endroit-là, qui font jusqu'à 4 mètres, 5 mètres de haut. Et à ce moment-là, au moment où Amélie et Myriam sont passées, on a perdu jusqu'à quasiment 2 mètres de dunes. En effet. Et voilà, on avait des falaises dunaires de 3 mètres, 4 mètres. Ah oui, quand même. Sur plus d'1,5 km de long. D'où la difficulté de toujours traverser ces passes. En 1966, il arrive une colonie de milliers de sternes ici. Elles sont un petit peu chahutées, comme vous le disiez en début de reportage, parce qu'elles sont nombreuses et parce que ça dérange un petit peu, donc elles sont un peu maltraitées. Alors effectivement, donc le premier comptage scientifique, on va dire, la première vraiment présence de sternes est en 1966. Et ensuite, la colonie commence vraiment à s'installer à partir des années 1969. Et donc, c'est pour ça que la Sépenso s'est créée, je vais vous le dire. On a eu des gens, groupe de plaisanciers, qui ont pris ces fameux œufs et ont fait une bataille d'œufs, une bataille de grosses omelettes géantes, si on veut dire. Et donc, suite à ce mouvement un petit peu... pour protéger notre patrimoine naturel, le bassin d'Arcachon entre autres, des groupes se sont réunis, que ce soit des protection de la nature, des scientifiques, pour justement créer la Sépenso et donc demander le classement en réserve naturelle de ce site-là. Et est-ce que tout le monde arrive à vivre les uns avec les autres en bonne intelligence, on va dire. Je ne sais pas trop. Dans tous les cas, ce banc d'Arguin, donc il est important, comme vous le disiez, c'est un des 8 plus grands couloirs migratoires. Important, alors au niveau flore d'abord, parce que il y a beaucoup de plantes qui sont protégées, alors qu'on retrouve aussi de l'autre côté sur les plages, côté plage océane, sur la dune du Pilat également. Et c'est surtout que ce sont des habitats. Je vais vous parler pas seulement de plantes, mais aussi d'habitats. D'accord. Ce sont des habitats qu'on appelle d'intérêt communautaire, parce que l'ensemble de ces différentes plantes font que cet habitat est assez rare. D'accord. Et donc les dunes, on va parler de hautes plages, de dunes embryonnaires. Donc là, par exemple, on est sur une dune qu'on appelle embryonnaire, dune blanche, avec une végétation particulière qui est en train de se développer. En plus, c'est le début de saison, début de printemps. Et et au fur et à mesure, ça va prendre de la hauteur, on va avoir plus de diversité, plus de plantes qui vont apparaître, jusqu'à se retrouver donc derrière la dune du Pilat, par exemple, avec une frange littorale et des dunes forestières. D'accord. Et puis, faut dire aussi que toute cette flore, elle est importante par rapport à l'écosystème marin. Et c'est quand même, cette protection qui est importante aussi. Et oui, et ces plantes-là qu'on voit actuellement derrière nous, elles sont là parce que effectivement, il y a des plantes marines qui vont se désagréger, créer de la matière organique, et c'est ça qui va apporter des nutriments et ensuite favoriser l'installation d'autres plantes. D'accord. Et puis il y a toute la partie de la faune avec tous ces oiseaux. Alors vous, je pense pas que vous puissiez entendre ça, en tous les cas, nous on les entend. Tout à l'heure ça bataillait un petit peu. Oui. Ce qui est important, c'est que ces animaux, ces oiseaux, font leur nid
au sol? Alors, je vais vous montrer. Éventuellement, on peut peut-être se rapprocher un petit peu. Oui, bien sûr. Et donc, il y en avait justement, juste pendant le confinement, étant donné que plus personne ne pouvait aller se promener sur la plage, il y en a qui ont fait leur nid sur la plage. C'est ça. C'était quoi comme type d'oiseau sur la plage? Alors, celui qu'on trouve, qui fait vraiment son nid, je vais vous montrer son nid, qu'on appelle le gravelot à collier interrompu. Oui. Et qu'on a retrouvé effectivement pas très loin en face, qu'on retrouve au Cap Ferret. Le gravelot interrompu va venir se poser, hop, créer une petite cuvette. Voilà, il se pose. Comme vraiment, ça sur le sable. comme ça directement. Et voici, hop, ensuite pondre jusqu'à 2-3 œufs, D'accord. 4 au grand maximum. Et donc là, nous avons voilà, un nid, potentiellement, ceci est un nid de gravelot à collier interrompu. D'accord, tout simplement. Donc c'est un petit oiseau, pas très grand, qui court très vite le long de la plage et des reflux des vagues, Oui. qui va se nourrir en fait des petits crustacés qu'il peut trouver, des petits invertébrés marins qu'il va trouver comme ça le long quand les vagues reviennent. Mhm. Et ensuite donc est sur vraiment ces plages là, donc il lui faut zéro végétation, c'est à même le sol comme ça. D'accord. Et puis il y a d'autres oiseaux qui Oui. eux, ont plus besoin de cocooning, on va dire. Voilà, alors ça va dépendre de l'espèce. Il Oui. y en a qui ont besoin d'un peu de déco. C'est D'accord. comme à la maison. Et donc dans ces cas-là, par exemple, on va trouver des goélands. Alors, Oui. les goélands, ils aiment bien, eux, c'est les touffes d'Oya. L'Oya, c'est cette plante qu'on voit derrière nous là, qui fait des petites touffes. Et donc lui, ça va être ça. Il va s'asseoir dedans, hop, s'asseoir. C'est une image. Oui. Oui. Voilà, et puis voilà, il va vraiment tasser et faire son petit cocon, son nid douillet, avec cette grande, voilà, comme ça fait un peu Ces caché grandes dans herbes. Oui. ces grandes herbes cachées Un au petit milieu peu des roseaux. camouflées. Voilà. D'accord. Et certains vont agrémenter leur nid de juste quelques petits coquillages. Oh, Ah ouais, madame peut précieux. parfois Oui, une oui. petite perle de coquillages. Pourquoi pas? Voilà. C'est normal, bien Mais sûr. c'est vrai, ouais, donc ces D'accord. espèces qu'on appelle nicheuses, ici donc on en a 3. On a le gravelot à collier interrompu, nous avons la sterne cochec et l'utriépi. Alors, voilà, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore, on peut les retrouver sur votre site. oui, oui, oui. On va le redonner à la fin de l'émission. Mais voilà, il y a différents spécimens. Il y a des oiseaux qui viennent spécialement se reproduire sur le banc d'Arguin. C'est ça, c'est ces 3 espèces-là notamment. Voilà. En revanche, pas la mouette. Alors, moi j'ai quand même une question. Mouette, goéland, c'est quoi la différence? Alors déjà la différence c'est une question de taille. Le goéland, les plus gros peuvent faire jusqu'à 3 kg, 3,5 kg. D'accord. La mouette a une envergure beaucoup plus petite et profilée plus finement et voilà, est grande comme ça. D'accord. Le goéland peut être bien plus massif, bien massif. plus robuste. D'accord. C'est surtout d'abord une question de taille. Et ensuite, c'est une question surtout de couleur. Couleur de pattes, couleur de bec. D'accord. Donc par exemple, la mouette, vous en avez 2 espèces, majoritairement sur le bassin. La mouette rieuse Oui. et la mouette mélanocéphale. Alors c'est un peu compliqué, mélanocéphale, ça veut dire tête noire. D'accord. Bon, elles vont avoir toutes les 2 un capuchon noir qui va descendre comme ça jusqu'en dessous pendant la période nuptiale, donc la période de reproduction. Donc là, on est en plein dedans. Et puis l'hiver, elles vont juste avoir un point sur le côté. Et ce qui va différencier, c'est au bout des ailes. Oui. Certaines vont être noires et d'autres toutes blanches. D'accord. Voilà, la distinction est là, pour celle-ci en tout cas. Et ensuite, les goélands, vous allez trouver un plumage gris, Oui. jusqu'à brun quasiment foncé, et des pattes ou jaunes ou roses. Et on fait la distinction en fonction des espèces comme ça. Super. Alors moi je sais pas vous, mais moi j'ai appris beaucoup de choses et pourtant je suis née ici. Pour moi c'était un peu la même chose. Donc voilà, c'était le moment culture, ça c'est bien, c'est très intéressant. Par rapport à vous, à votre rôle, Oui. Comme on disait tout à l'heure, de garde animatrice. Alors d'abord, comment devient-on garde animatrice? Alors, 2 choix possibles. Bon, déjà, il faut aimer les sciences. Je pense que c'est la partie la plus importante. Ça paraît évident. Voilà. Alors, moi, je suis devenue garde animatrice. J'ai fait des études, effectivement, plutôt scientifiques, Oui. avec un brevet de technicien supérieur de gestion de protection de la nature. D'accord, il y a vraiment un BTS spécifique à Oui. ça. Alors, entre autres, en tout cas, c'est vraiment le BTS qui correspond le mieux. Voilà, qui correspond le mieux. Aujourd'hui, donc, ça va faire vraiment une quinzaine d'années que cette formation, cette école s'est développée là. D'accord. Voilà, et souvent, beaucoup d'étudiants continuent en cursus un peu plus général, en licence, et puis en maîtrise, en master, d'écologie, de biologie.
D'accord. Et donc en fait, votre action, vous venez tous les jours sur le banc d'Arguin? Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Oui, alors aujourd'hui c'est bien, mais il doit y avoir des jours. Ça doit être un peu moins bien. Même en plein hiver? Non, peut-être pas. Alors en plein hiver, on vient, les conditions météo ne le permettent pas de venir tous les jours. Évidemment. Il pleut souvent, il y a un peu de tempête, etc. Néanmoins, en hiver, on procède autrement. Et oui, on a nos petits points de vue, nos petits spots. Donc avec nos appareils optiques, on peut voir jusqu'à plus de 3 km. D'accord. Voilà, donc il suffit d'être en face sur la dune. Voilà, sur la dune, depuis le Cap Ferret, depuis la lagune ou le Petit Nice. Et vous pouvez observer ce qui se passe là, même en plein hiver. Je peux lire une petite immatriculation de bateau grande comme ça, à plus de 3 km. D'accord, voilà. Très bien. Et ça nous permet du coup de continuer les suivis scientifiques, notamment les oiseaux ou les mammifères marins, sur la période hivernale. Alors justement, c'est vrai qu'on parle beaucoup des sternes quand on parle du banc d'Arguin, mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas que des sternes qui viennent nicher là. Il y en a eu énormément dans les années 80-90. Oui. Et puis il y a eu une baisse, un petit peu de fréquentation. Il manquait de poissons, je crois, les petits poissons, les anchois, les sardines. C'est ça. Ça manquait de ça dans le bassin et donc du coup, elles ont un peu disparu, elles ont migré autrement. Alors, la sterne, effectivement, elle va se nourrir de ces petits poissons. Sur le bassin, on va trouver aussi du lançon. C'est possible qu'elle s'en nourrisse. C'est un petit poisson très fin, assez long. Oui. Effectivement, depuis, elle peut faire jusqu'à 70 km pour aller chercher quand même sa nourriture. D'accord. Donc, elle part des fois au large. D'accord. Et c'est vrai que là, depuis les années 2000-2010, en termes de nombre de population, d'individus, on est un petit peu en dessous de ce qu'on avait dans les années 80. Mais c'est parce que le site évolue, grandit ou se rapetisse. Et pas que le site, elles arrivent aussi d'ailleurs. Donc c'est ça. Il n'y a pas que le banc d'Arguin concerné par leur migration. Il y a plein de colonies tout le long de la façade atlantique et de Bretagne. Oui. Et donc effectivement, il y a des grands spots de colonies, notamment à l'île de Ré, à Noirmoutier, un petit peu plus au nord en Bretagne. Oui. Et donc par exemple, des fois, on a nos collègues qui sont un peu plus au nord qui nous appellent en nous disant tiens, cette année, nous, on a un peu plus. Alors, peut-être que c'est les vôtres qui sont remontés un peu plus haut ou qui ne sont pas descendus plus bas. Voilà. Dans tous les cas, il y a un gros travail de bagage de ces oiseaux pour pouvoir les suivre, justement, pour voir un petit peu comment elles évoluent, comment elles migrent, c'est ça? C'est ça. Alors, les programmes de bagage, c'est des programmes nationaux. Oui. Des programmes qui sont lancés aussi parfois juste de manière individuelle. C'est un travail très lourd. En termes de logistique, etc. Et donc là, ça fait quelques petites années qu'on ne bague plus. D'accord. Mais voilà, jusque dans les années 2015, 2016, 2017, il y avait encore un peu de bagage. Quand on observe des espèces bien particulières, là effectivement, comme la sterne caspienne, etc. C'est un type de sterne qui est très rare, qu'on ne voit pas souvent ici, et donc on essaie de baguer ces espèces-là si on le peut. Pour voir un petit peu leur déplacement. De nombreux mammifères. Alors, depuis quelques années, on parle beaucoup des phoques que l'on n'avait pas l'habitude de voir jusqu'à présent dans le bassin. Des dauphins, des marsouins, ça on avait l'habitude depuis longtemps, même si on n'en voit pas énormément, mais on sait qu'ils sont toujours là. Les phoques, moi je vous le confirme. En hiver, effectivement, on sort un petit peu moins, mais on a la chance quand même de pouvoir sortir encore quasi tous les jours. Et en hiver, on croise au moins des phoques, même qui chassent ou sur le sable en train de se reposer. Ça devient effectivement une scène presque commune maintenant, en période hivernale, donc jusqu'à à peu près avril. Voilà. Où l'entrée des bassins, des dauphins dans les passes. Pour préserver tout ça, il y a forcément sur le banc d'Arguin plein de panneaux, comme on peut le voir actuellement, qui expliquent un petit peu... Alors la réglementation d'Arguin, elle est particulière. On a tout d'abord un texte de base qu'on appelle un décret. Donc ce décret a été dit en 2017. Le dernier décret date de 2017 avec la base. Voilà. Et donc la base, c'est ce qu'on peut retrouver sur nos panneaux. Voilà. Et ensuite viennent s'ajouter par des arrêtés préfectoraux, des règles spécifiques. Donc par exemple, aujourd'hui, il n'est plus possible de mouiller sur la passe nord. Donc toute cette partie-là est interdite au mouillage pour des raisons de sécurité maritime.
Le mouillage ne se fait que sur cette passe sud qu'on a ici. Oui, parce que voilà. tous ces décrets ne sont pas simplement... il y a la protection de la faune, de la flore, faune, certes, de la flore, mais des personnes. Mais des personnes, parce que comme on le disait en préambule, vraiment ces passes sont très dangereuses. Donc on ne peut que vraiment vous inviter à respecter tout ça parce que c'est important. Dans tous les cas, on retrouve tout ça sur votre site. C'est ça. En plus, la réglementation d'Arguin peut changer d'une année sur l'autre, effectivement, Absolument. parce que c'est très dynamique. Ce qu'on disait, voilà. Et je recommande aux gens d'aller sur notre site, soit Facebook, soit Instagram. On y est, on a des comptes officiels pour s'informer de la réglementation. Au mieux en tout cas, essayer de la respecter au plus. Et voilà, et sur le site de la CEPANSO, vous trouvez en plus des informations assez intéressantes sur les différentes espèces. Oui, il y a plein de choses intéressantes. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles parce que c'est toujours important de venir vous aider. En tous les cas, ne serait-ce que de venir découvrir votre terrain de jeu parce qu'il est... Alors, pour une journée comme aujourd'hui, il est magnifique. Mais quand il pleut, c'est joli aussi. Mais quand il pleut, voilà, le bassin est tout le temps, magnifique de toute façon. Et puis, il y a aussi des emplois, il y a des emplois saisonniers, il y a des possibilités de stage. Exactement. Alors, donc chez nous, à la réserve naturelle du Banc d'Arguin, mais aussi sur les autres réserves qui sont gérées par la CEPANSO, des bénévoles, on en a besoin chez nous, en tout cas, par exemple sur Arguin, quasiment de mai à septembre. D'accord. Des équipes de bénévoles, que ce soit pour les suivis scientifiques, que ce soit donc aussi pour l'accueil du public, surtout en période estivale. Bien sûr. Voilà. Et pour l'organisation et l'encadrement de ces sorties, je suppose que aussi, vous travaillez... Et si les bénévoles ils sont vraiment motivés, et bien on les laisse faire et découvrir aux personnes, en tout cas, le site à leur manière. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est bien. Et voilà, et si jamais vous voulez postuler sur la réserve, on fait des publications en ligne, voilà, et sur notre site directement. Voilà. Tout ce qui nous est envoyé. On rappelle le site, c'est site.cepanso.org. Merci beaucoup Céline. Je vous en prie Myriam. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi. Moi c'était passionnant et surtout avec quelqu'un de passionné, c'est d'autant plus agréable dans ces cas-là. Merci encore à vous de nous suivre. Soyez vigilants, respectez ce banc d'Arguin, c'est important, c'est un patrimoine national et au-delà. Donc écoutez, passez un bon été sur ce banc d'Arguin, prenez soin de vous et surtout restez connectés sur Vivre le Bassin. Très très vite, un autre reportage, vous allez voir, magnifique. Je vous dis à très vite, bonne journée.